De prime abord, rien ne semble étrange dans ce paysage de la vallée du Rift au Kenya. Surplombées par le mont Longono, ces régions montagneuses abritent paysans et fermiers qui mènent une existence paisible. Et pourtant, ces plantations ont un intérêt majeur pour la population du monde entier. C'est ici que l'on récolte le pyrètre, élément de base qui sert à la fabrication d'insecticides. Le pyrètre, c'est une variété de chrysanthème qui pousse dans des pépinières au Kenya. On distingue deux sortes de pyrètres. Les clones, qui permettent la multiplication des fleurs à partir d'un seul plant, et les grides, qui constituent la plante de base. Pour une exploitation à grande échelle, les grides sont donc clonées pour donner des graines de plusieurs plantes. La cueillette des fleurs ne s'effectue que sur les boutons bien ouverts, car le pyrètre est concentré dans le jaune du bouton, pas dans la tige. Le bouton de la fleur se reforme tous les 15 jours, mais il faut d'abord attendre 3 mois pour qu'une plante devienne adulte. Par ailleurs, on change le lit de terre de la culture tous les 4 ans, afin de ne pas détériorer la fécondité du sol. L'industrie du pyrètre a commencé dans les années 20, lorsque le premier plan expérimental a été testé à Njoro, à 20 km du siège de l'Office kenyan du pyrètre, à Nakuru. Cette première expérience fut concluante, car le Kenya possède tous les attributs nécessaires à la culture du pyrètre, et cela tout au long de l'année, quelle que soit la saison. Le sol volcanique, la température clémente, les pluies régulières et la fraîcheur des nuits sont autant de conditions indispensables pour le pyrètre. À cette époque, les paysans reçurent l'assurance que la production serait achetée par la Grande-Bretagne et les États-Unis afin de fabriquer des insecticides pour leurs armées. En 1935, l'exportation du pyrètre avait atteint un tel niveau que le Kenya créa l'Office national du pyrètre, plus connu sous le nom de PBK, Pyrethrum Board of Kenya. Il s'agit d'une coopérative nationale mandatée par le gouvernement et chargée de contrôler et de réguler la production du pyrètre. Depuis 1940, le Kenya est le premier producteur mondial de pyrètre, que l'on appelle aussi l'insecticide naturel, avec une production annuelle de 12 000 tonnes de fleurs séchées. Après la récolte des fleurs, il faut maintenant faire sécher les têtes. Les fleurs sont disposées par les ouvrières kenyanes sur de grandes tables. Grâce au fort ensoleillement de la région, 4 à 5 jours suffisent pour le séchage. Et lorsqu'il n'y a pas de soleil, comme pendant la saison des pluies, les fleurs sont séchées dans des fours à bois.
Lorsque les fleurs sont séchées, elles sont emballées dans des sacs et collectées à la coopérative de chaque secteur. Les exploitants apportent ainsi leurs marchandises pour être pesées. Ces fermes de collecte servent d'intermédiaire entre l'usine et le producteur. Celui-ci sera payé en fonction du poids des sacs de fleurs séchées. Le prix est de l'ordre de 6 à 7 francs le kilo. Le succès et la réussite de cette industrie au Kenya est largement dû à la bonne entente qui règne entre le PBK et les paysans. Jusqu'en 1960, les producteurs étaient essentiellement de grands fermiers qui avaient la capacité de fournir des fleurs de pyrètre à très grande échelle. Depuis l'indépendance, ces grandes propriétés terriennes ont été redistribuées aux paysans, si bien qu'aujourd'hui, les principaux producteurs de pyrètre sont de petits fermiers. Pour collecter leur production, il a donc fallu créer un réseau de coopératives à travers tout le pays. De même, le PBK a dû mettre en place une organisation capable de superviser et contrôler cette industrie auprès de 200 000 fermiers producteurs de pyrètre. Le rôle du PBK est aussi de suivre et de former les exploitants aux techniques les plus modernes afin d'améliorer leur rendement. Grâce aux techniciens du PBK et aux ingénieurs agronomes, les fermiers sont désormais capables d'utiliser des clones et de faire pousser le pyrètre à basse altitude. Les laboratoires du PBK ont élaboré des plants qui produisent plus de fleurs et contiennent plus de pyrétine. Le PBK a installé des bureaux dans chaque région pour contrôler la production des fermiers, la récolte des fleurs, le séchage et la collecte jusqu'à l'usine. Arrivées au PBK à Nakuru, les fleurs séchées sont stockées. Elles sont propulsées par air dans 2 silos de 300 tonnes chacun. L'opération permet de peser la marchandise et d'envoyer des échantillons au laboratoire d'analyse. Cette approche scientifique et économique de la culture du pyrètre est également bénéfique pour les fermiers qui récoltent plus de fleurs et plus de pyrétine. Ils améliorent ainsi leur rendement et augmentent leurs bénéfices. L'étape suivante, c'est la distillerie de pyrétine. Les fleurs sont transportées des silos vers la distillerie, toujours grâce à un système de propulsion par air. Les fleurs sont d'abord réduites en poudre, un peu comme le tabac. La distillerie de cette poudre permettra d'extraire une huile. Cette dernière peut contenir jusqu'à 58% de pyrétine, mais le taux sera stabilisé à 50%.
Dernière étape, le raffinage de l'huile. L'huile ainsi raffinée sera ensuite mélangée selon des dosages bien précis en fonction de leur utilisation. Avec une production annuelle moyenne de pyrètre de 12 000 tonnes par an, le Kenya est un acteur essentiel dans la protection de l'homme contre les insectes. Ainsi, 95% de la production va à l'export vers le monde entier. La poudre représente 5% des ventes, l'essentiel étant réalisé avec de l'huile de pyrétine distillée à 25 ou 50%. Sur les marchés mondiaux, l'huile de pyrétine est un produit intéressant et plutôt rentable. 70 $ le kilo d'huile distillée à 25% et 100 $ le kilo d'huile distillée à 50%. Pour le Kenya, cela représente des revenus importants. 2 tiers des ventes sont réalisées aux États-Unis, 1 tiers en Europe et le reste dans la zone Pacifique, en Amérique du Sud et en Afrique. Le PBK se charge également du conditionnement, de l'empaquetage jusqu'au départ de l'usine. Des produits que l'on retrouvera quelques semaines plus tard dans le commerce sous diverses formes bien connues, aérosols, plaquettes ou serpentins. Dans ce domaine, les normes chimiques sont rigoureuses, car on ne peut utiliser un produit insecticide qui serait nocif pour l'environnement ou pour l'homme. Ainsi, chaque insecticide doit être validé par un certificat international de Soft Chemical pour être utilisé sans danger dans les lieux publics, hôpitaux, restaurants, etc. Au PBK, on teste tous les produits finis insecticides utilisant de la pyrétine pure, vaporisateur, shampoing ou peinture. La notion de protection de l'environnement, de dépollution et d'hygiène publique est un souci constant pour les chercheurs du PBK. L'un des sites les plus remarquables du PBK, c'est assurément le centre d'études et de contrôle. Celui-ci est composé d'un ensemble de laboratoires qui ont chacun une tâche bien précise. Dans la salle de mouture, on récupère les échantillons de fleurs séchées qui proviennent de la salle de pesée. Ces fleurs sont ici réduites en poudre de pyrètre. Ensuite, ces échantillons vont dans un autre laboratoire pour être identifiés et pesés. Difficile de croire que ces simples fleurs séchées vont se transformer au final en un puissant insecticide. Et pourtant, la composition chimique du pyrètre est telle que rares sont les insectes qui puissent y résister. Avec ces fleurs, le Kenya a pris une importance primordiale dans le domaine de l'hygiène, car sans traitement, des insectes comme le cafard peuvent prendre un essor considérable et dangereux pour la santé. Ainsi, un cafard femelle, durant les 5 mois de son existence, va pondre à 7 reprises et produire à chaque fois 37 œufs. Un seul cafard est donc capable de se reproduire plus de 250 fois.
Dans le centre de contrôle du PBK, les analyses se poursuivent. La première d'entre elles consiste à rajouter du solvant à la poudre. Cela permet de déterminer la concentration de substances actives dans chaque échantillon. Le mélange est élaboré dans un tube à essai qui est ensuite mélangé pendant 2 heures. Puis, il faut le laisser reposer pendant une nuit avant d'obtenir un résultat. Le taux de pyrétine dans chaque type de fleur permet de donner un label de qualité à chaque arrivage de marchandises. C'est un solvant organique mêlé à la première poudre qui va pouvoir analyser le conteneur de pyrétine selon sa provenance. Dans un autre laboratoire, on va procéder à l'analyse de l'huile distillée de pyrètre. D'abord, la phase de contrôle afin d'analyser toutes les différentes phases de travail de la pyrétine. Depuis la fleur, on obtient une mouture de laquelle est extraite le marc de pyrètre. À partir de ce marc, le laboratoire analyse la formulation chimique qui va permettre d'élaborer différentes poudres selon sa concentration en pyrétine. Ce taux varie de 25 à 50% selon l'utilisation qui en sera faite en insecticide. Cette formulation chimique sera l'outil de base pour produire les différentes sortes de pyrétine. Le laboratoire chimique va permettre de contrôler la méthode d'application. Dans ce domaine, il existe 2 normes internationales qui régissent le marché du pyrètre. Il y a la norme PBK, celle du Pyrètre Board of Kenya, et la norme AOAC, celle de l'Association des offices de la chimie agricole. Le dernier laboratoire va enfin permettre d'analyser les produits finis destinés à la vente grand public. Les résultats de ces analyses serviront de données chimiques pour les différentes firmes de commercialisation. Nous avons vu de quelle manière on produit la pyrétine et de quelle manière elle sera exploitée comme insecticide. L'autre fonction majeure du PBK est la recherche de l'efficacité de ces insecticides. Dans le laboratoire d'entomologie, on va donc tester ces produits directement sur les insectes dont on veut se débarrasser. Dans ce service, c'est la résistance des mouches à la pyrétine qui est mise en évidence. Le test est très simple. Il suffit d'introduire une quantité donnée de produit dans un habitacle renfermant un nombre précis de mouches. Ensuite, on chronomètre le temps de paralysie de ces mouches. Autre test, celui de la résistance des cafards. Il en existe principalement 3 sortes. Les cafards américains, les brownies et les allemands, qui sont les plus gros. Les mesures se font donc avec les cafards allemands. Wait.
Le principe est le même qu'avec les mouches. La pyrétine est injectée dans un habitacle contenant les cafards. La collecte de ceux-ci s'effectue au bout d'1 heure. Mais le test de résistance avec les cafards est un peu plus long qu'avec les mouches. Car au bout d'1 heure, un cafard paralysé n'est pas forcément mort. Il faut en effet que les cafards soient paralysés pendant au moins 1 journée. Comme les cafards sont plus résistants que les mouches, ils ne seront considérés comme morts qu'au bout de seulement 24 heures. Les moustiques font également l'objet de tests bien précis. Mais le travail du chercheur est un peu plus compliqué car chaque insecte évolue dans un environnement climatique bien précis en chaleur et en humidité. Selon sa provenance, Europe, Amérique ou zone tropicale, sa résistance varie. Il faut faire le test de pyrétine à la bonne température, celle de son environnement. C'est dans ces conditions que le moustique sera le plus fort et que l'on pourra mesurer l'efficacité de l'insecticide. Un moustique est généralement paralysé au bout de 15 minutes, mais il n'est effectivement mort qu'au bout d'1 heure. C'est ainsi que le PBK procède méthodiquement, cas par cas, insecte par insecte, pour trouver la formulation idéale de pyrétine en fonction de la cible visée. L'entomologie est une science méconnue, mais extrêmement importante. Elle permet de lutter efficacement contre la prolifération d'insectes, pas seulement pour protéger l'homme, mais aussi les animaux domestiques ou le bois de nos maisons. Pour cela, on a créé ici de véritables chambres de reproduction avec toutes sortes d'insectes conditionnés dans un environnement favorable de température. On obtient ainsi des insectes forts, indispensables pour expérimenter des insecticides efficaces. Le Kenya tire donc de ses fleurs une grande partie de sa richesse nationale. C'est aussi dans la vallée du Rift que l'on exploite la culture des roses. Elle est destinée à 100% à l'export. L'hybride de thé est la principale variété de roses produite. C'est une variété haut de gamme que l'on produit dans des serres. Dans cette usine, un plant de rose peut fournir une trentaine de fleurs par an, avec 5 à 6 coupes durant cette période. L'usine s'étend sur 5 hectares et elle est implantée sur un sol non cultivable. Il n'y a donc pas de perte de production au sol. La production hors sol empêche toute pollution qui pourrait provenir de la terre. Engrais chimiques, bactéries parasites, vers de terre. Une technique dont le Kenya s'est fait précurseur qui offre une grande protection de l'environnement. La production hors sol pour la culture des roses va d'ailleurs se généraliser, puisqu'en Europe, les Pays-Bas devront aussi effectuer leur culture hors sol à cause des nappes souterraines très polluées.
Les roses sont ici cultivées dans des serres pour contrôler parfaitement le climat, température et degré d'humidité. Les plants de roses étant extrêmement fragiles, le plus grand soin doit être apporté. Ainsi, on vaporise différents produits pour les protéger des insectes et du soufre. Les engrais sont également appliqués selon des méthodes scientifiques. C'est un drainage régulier de produits appliqués durant 4 minutes à 9 reprises entre 7 et 18 heures. Là encore, on n'arrose pas les plants de roses n'importe comment. Il s'agit d'eau de pluie. Son pH est contrôlé électroniquement dans des cuves de mélange qui sont reliées directement par pompage aux serres. Bref, la culture des plants de roses au Kenya fait appel à une très haute technicité. Elle utilise des procédés coûteux, mais c'est le prix à payer pour obtenir sans doute la plus belle rose du monde.